Bienvenue pour ce rendez-vous de l'information dont voici les titres. Au Nigeria, un double attentat a frappé la ville de Jos, faisant plus d'une trentaine de morts. Une jeune fille kamikaze a été arrêtée à Kano. Et en Cisjordanie, la tension reste vive. Ce vendredi, jour de grande prière pour les fidèles musulmans, on craint de nouvelles manifestations. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Pour ouvrir cette édition, nous nous rendons au Burkina Faso. Le pays a commémoré ce 11 décembre le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Les festivités ont connu leur apothéose à Dédougou, où s'est déroulé le grand défilé civilo-militaire. On retient également de cette célébration la retraite au flambeau réalisée par les forces armées nationales ainsi que la finale de la Coupe de l'Indépendance. Nous poursuivons avec la Côte d'Ivoire et on revient sur ce séjour du président Alassane Ouattara en Arabie Saoudite. Le chef de l'État était de retour à Abidjan ce mercredi, mais on retient de son séjour cette rencontre avec le président de la Banque islamique de développement qui s'est soldée par la signature d'accords de financement d'un montant de 5 milliards 500 millions de francs CFA. Le président de la République Alassane Ouattara, au siège du groupe Banque islamique de développement à Djeddah, a été accueilli par le président de cette institution, Dr Ahmad Mohamed Ali. Le chef de l'État et le président du groupe Banque islamique de développement ont eu un entretien élargi aux délégations. Un tête-à-tête, puis une séance de travail sur l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement et surtout la signature d'un accord pour le financement de l'école de formation professionnelle d'agriculture, élevage et pêche de Bouna, d'un montant de 15 millions de dollars, soit plus de 7 milliards 500 millions de francs CFA, en vue d'améliorer l'accès à la formation professionnelle et d'accroître la qualité de ce type d'enseignement. Ce contrat est important, c'est pour une des régions les plus défavorisées de Côte d'Ivoire, la région de Bouna. Je vais au-delà. La Banque islamique de développement avait fait un engagement de contribuer dans notre programme de développement 2011-2016 d'1 milliard donc de dollars équivalents. Le portefeuille des opérations de la Banque islamique de développement en Côte d'Ivoire donne des engagements cumulés de plus de 568 millions de dollars, soit plus de 284 milliards de francs CFA. La Banque islamique de développement, créée il y a 40 ans, a pour mission de promouvoir le développement de la santé, la promotion de l'éducation, la bonne gouvernance et la prospérité. Au Gabon, hier, c'était le deuxième jour des États généraux de la communication et plusieurs contributions à l'ordre des travaux en commission. On retient, par exemple, ce partage d'expérience de TNT-SAT Africa d'Ismaël Sidibé qui pourrait faire école dans plusieurs pays désormais soumis à la transition vers le tout numérique. Ismaël Obianze, Thierry Mansan. La migration vers le tout numérique s'impose aux États signataires de la Convention y relative en 2006. Si plusieurs pays africains se sont donné les moyens de planification de cet engagement international, certains par contre sont encore à la traîne, prétextant des contraintes financières qui se situent en amont du très révolutionnaire projet. Je pense qu'au-delà des questions technologiques, le gros débat qui se pose, c'est de dire lorsqu'on donne des opportunités, lorsque les boulevards de l'autoroute sont élargis, pour qu'il y ait un maximum de voitures qui puissent rouler encore le plus vite possible. Qu'est-ce que nous, Africains, dans chacun des pays et ensemble, nous faisons pour qu'il y ait des voitures africaines et là, dans le cas d'espèce, des contenus africains. Pour que dans nos foyers, lorsque les gens peuvent recevoir 300, 400 chaînes, ils puissent recevoir parmi ces 300, 400 chaînes, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de chaînes africaines qui correspondent beaucoup plus à leurs valeurs, à leurs attentes et à leur vécu. Pourtant, il est clair que l'Afrique éprouve de plus en plus le besoin d'une télévision qui colle à ses aspirations. Ces contenus télévisuels africains recherchés commandent des stratégies concertées entre les États africains, cela dans l'intérêt du consommateur de la télévision de demain. Le consommateur, d'abord, il faudra qu'il ait, soit il a la capacité, il achète un nouveau téléviseur numérique avec une qualité qui sera sans commune mesure. C'est comme les anciens téléviseurs gros format, le noir et blanc, quand on est passé à la couleur, il s'en rendra compte, c'est clair. Soit il ne l'a pas, il a besoin de ce qu'on appelle un setup, un top box. Donc une sorte un peu de décodeur qu'il met dans sa machine
qui lui permet d'avoir davantage de contenu. Il aura un nombre de chaînes beaucoup plus important que ce qu'il avait auparavant. Ça, je pense que c'est ce qu'il retiendra, et peut-être une qualité d'écoute, de confort, d'image accrue. Pendant que certains États africains sont à la recherche des financements pour amorcer la transition numérique de terre, TNT Africa du patron d'Africable leur propose mieux, à savoir TNT par satellite. Le projet est innovant avec d'incroyables facilités. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la TNT par satellite qui a une plus large couverture et qui vient en appoint aux États. Et dès janvier, on sera prêt pour cette diffusion. Notre expérience est mise sur le satellite. On se met à côté des États, on fait une autre offre satellitaire qui vient en complément avec une communauté de toutes les chaînes africaines. En rappel, celles des télévisions qui rateront ce virage seraient appelées à disparaître d'elles-mêmes, si l'on en croit les promoteurs de la TNT. Le Nigeria est perturbé cette semaine par une série d'attentats perpétrés par les membres de Boko Haram. Et d'abord, une attaque ce mercredi dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, faisant près de 11 morts et plusieurs blessés. Et ce jeudi, un double attentat à la bombe a fait plus d'une trentaine de morts à Jos, une ville du centre du Nigeria. Le bilan pourrait toutefois s'alourdir de sources sécuritaires. La police a arrêté, dans le cadre de ces attentats, une fillette de 13 ans munie d'une ceinture d'explosifs. Au Bénin, l'opposition réclame l'organisation d'élections municipales et communales. Et après la grande marche populaire à Porto Novo, les manifestations se sont poursuivies à Cotonou et ils étaient plusieurs milliers de personnes à répondre à cet appel de l'opposition. Yéhi va-t'en, le message de ses opposants est clair. Ils soupçonnent le président béninois de vouloir changer la constitution pour briguer un troisième mandat. Ils étaient des milliers à aussi demander la tenue des élections municipales et communales, initialement prévues en mars 2013. Nous pensons que tous les démocrates de ce pays doivent se donner la main et parler d'une seule et même voix pour que enfin nous puissions organiser des élections dans notre pays dans les plus brefs délais. Le peuple veut se libérer de ce joug qu'il a embrigadé depuis 8 ans et demi. Que notre constitution soit respectée. Plusieurs milliers de partisans du président Boni Yayi ont aussi défilé ce jeudi. D'après le pouvoir, les élections ont été reportées en raison de problèmes avec la liste électorale informatisée. Le ministre de l'Énergie rejette les accusations de l'opposition. Pendant que le chef de l'État est en cours d'exercice de la plénitude de ses pouvoirs, voici des marchands d'illusions qui se font acheter à gauche et à droite et qui font croire que la démocratie est en péril. Certains dans l'entourage du président pensent que c'est l'homme d'affaires Patrice Talon qui finance l'opposition. En 2012, Boni Yayi avait accusé Patrice Talon, un ancien proche, d'avoir essayé de l'empoisonner. Il y a 6 mois, il l'avait finalement pardonné lors d'une déclaration publique. Mais depuis cette affaire, Patrice Talon n'est jamais retourné au Bénin. Parlons santé à présent. La Guinée, nous le savons, est un des pays les plus touchés par l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest. Le pays va bientôt disposer d'un centre de recherche épidémiologique en microbiologie et soins médicaux et des travaux qui seront rendus possibles grâce à un financement de la Fédération internationale de Russie qui vont être effectués à Kindia. Il s'agit d'un centre de recherche en épidémiologie, en microbiologie, mais aussi en soins médicaux. Il sera bâti sur 10 000 m², ici dans l'enceinte de l'Institut Pasteur de Guinée, dans la préfecture de Kindia. Sa réalisation devra assurer à la Guinée son autonomie dans la gestion efficiente de toutes les épidémies. À côté des fonctions d'analyse biomédicale, une unité d'hospitalisation de 64 lits permettra de maintenir les patients durant tout le temps d'observation. À l'issue de la construction, il sera absolument et totalement équipé par des matériaux et le personnel qui sera pris en charge par Rosa. Nous, chercheurs de Guinée et travailleurs de l'IPG, en particulier, nous vous assurons à demeurer à la première ligne dans la lutte contre les épidémies en Guinée. Au total, 520 ouvriers se relaient 24 heures sur 24 sur le chantier. Ils sont appuyés par 10 techniciens de Roussal CBK, maîtres d'œuvre des travaux. Le 14 janvier 2015 est prévu pour la remise officielle des clés de l'ouvrage. Je voudrais donc, au nom du chef de l'État, remercier d'abord notre partenaire, la Fédération de Russie,
car cette œuvre se situe dans le cadre de cette coopération plus large. Cette coopération qui a été renforcée par un protocole récemment signé entre la Russie et dans le cadre de la riposte contre. À côté de la construction de ce centre humanitaire, le partenaire russe s'engage à respecter toutes les normes institutionnelles et environnementales du projet. En attendant le lancement très prochain des activités du centre, les populations riveraines de Pastoria se réjouissent d'abriter un tel ouvrage d'intérêt national et international. Santé toujours, la vaccination expérimentale contre le virus Ebola est suspendue. Elle avait été lancée le 10 novembre dernier à Genève, mais ensuite certains volontaires ont commencé à se plaindre de douleurs dans les articulations, ce qui ne devait pas être le cas. Les hôpitaux universitaires de Genève ont donc décidé de suspendre le processus par précaution afin de pouvoir évaluer chez un plus grand nombre de patients la fréquence de ces douleurs. Hors du continent africain, la tension est vive à Ramallah. Les premiers résultats de l'enquête sur la mort du ministre palestinien de 55 ans, Ziad Abou Ain, sèment plutôt la confusion. Deux versions divergent pour les Palestiniens. Ce décès vient remettre en cause la coopération sécuritaire avec Israël. Le silence recueilli des funérailles a laissé place au son des sirènes et aux tirs de gaz lacrymogène. Aux abords de Ramallah, quelques dizaines de jeunes s'en sont pris à l'armée israélienne à coups de jets de pierre. Des camions aspergeant de l'eau sale les ont rapidement dispersés. Des heurts ont également éclaté dans plusieurs autres villes de Cisjordanie, comme à Hébron. Après la mort du ministre palestinien Ziad Abou Ain, mercredi, l'autorité palestinienne a remis en question la coopération sécuritaire avec Israël. Il faut prendre des mesures importantes, y compris faire en sorte que le gouvernement israélien assume de nouveau ses responsabilités de puissance occupante totale, ce qui implique la suspension de la coopération sécuritaire. Les obsèques de Ziad Abou Ain ont eu lieu ce jeudi à Ramallah. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le calme pour lui rendre un dernier hommage. Ce ministre palestinien est décédé après une manifestation qui se voulait pacifique en Cisjordanie. Une autopsie a été pratiquée par 3 médecins, un Jordanien, un Palestinien et un Israélien. Chaque camp donne des conclusions différentes. Côté palestinien, on affirme qu'il aurait succombé après avoir été pris violemment à la gorge par un soldat israélien. L'État hébreu maintient que Ziad Abou Ain, déjà malade du cœur, a eu un accident cardiaque. Les talibans revendiquent l'attentat suicide de ce jeudi à Kaboul. Il a eu lieu dans un lycée français et avait fait au moins un mort et 16 blessés. Le kamikaze, un adolescent de 17 ans environ, a déclenché ces explosifs en plein milieu d'un événement, une pièce de théâtre qui se déroulait dans l'auditorium de l'Institut français. Peu après le début du spectacle, la terreur gagne l'amphithéâtre. Un adolescent kamikaze vient de se faire exploser au milieu des spectateurs. Le lycée franco-afghan de Kaboul touché en plein cœur, tout un symbole. Cruelle ironie, la pièce de théâtre dénonçait les attentats suicides. Moi, je n'ai pas été blessé par l'explosion, mais elle nous a tous cloués au sol. Il y avait beaucoup de femmes autour de moi, il y avait de la poussière partout. Les gens ont commencé à crier. C'était en majorité des femmes et des enfants. J'étais dans l'auditorium quand soudain on a entendu ce bruit. Je suis tombé au sol. Je ne savais pas si ça faisait partie du spectacle. Quand je me suis relevé, j'ai vu du sang qui coulait de ma tête. J'ai perdu connaissance. Je ne sais plus ce qui s'est passé après. L'attaque a été revendiquée par les talibans. Le lycée franco-afghan est situé en plein centre-ville, près du palais présidentiel. Il abrite aussi un centre culturel, l'institution la plus emblématique de la présence française à Kaboul. Plus tôt dans la journée de jeudi, un kamikaze s'était fait exploser au passage d'un bus de l'armée. 6 militaires ont été tués et une dizaine d'autres ont été blessés. Ces deux attaques interviennent dans un contexte de recrudescence des violences, à 2 semaines du retrait de l'essentiel des forces de l'OTAN. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision.